Chers compatriotes, je voulais juste vous signaler la présence de nos amis ici, notamment la présence de la GBBA et nos alliés combattants qui sont toujours avec nous. Juste, je voulais un mot et puis je laisse maintenant aux intervenants d'élaborer le menu de l'après-midi. Nous ne pouvons pas conjuguer cet événement dans le passé. Pourquoi? Parce que nous le savons très bien, cette incarcération, nous disons non à cette incarcération injuste. Et c'est un complot international, orchestré par le multinational. Nous devons réfléchir ensemble pour libérer notre président. Le seul but de ces gens-là, c'était uniquement pour écarter notre président Jean-Pierre Bemba sur la scène politique nationale. Je crois que je vais passer la parole à notre représentant, le grand battant, le grand orienteur, qui est toujours, il neige, qu'il pleuve, il est toujours avec nous. Donc je vous présente sous vos applaudissements, Monsieur Dr Mbongagne. Bonsoir. J'aimerais d'abord, au nom du Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, vous présenter des sincères excuses pour le retard de la conférence de ce jour, qui aurait dû commencer à 14 h, mais vu que nous venons de loin et on respecte ceux qui sont venus avant. Et j'espère que vous acceptez nos plates excuses pour que les débats se passent sereinement et que les échanges soient cohérents. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je pense que chaque intervenant essaiera au mieux d'être succinct pour que ça soit un moment pour penser à Jean-Pierre Bemba qui est en prison depuis 6 ans et également un moment d'échange autour de ce qui nous tient à cœur, qui est la République démocratique du Congo. Chers amis, je vous remercie d'être là, comme je viens de le dire, mais je ne pourrais commencer mon propos en remerciant et en félicitant le MLC France, avec son représentant Thierry Monguita, avec Maman Anastasie, avec Toussaint Mondonga, avec Jean-Marie Mboyo, Dieudonné Djamba, tant d'autres qui se sont mis à l'œuvre pour qu'aujourd'hui on puisse se retrouver. Jean-Pierre Bemba est retenu depuis plus de 2190 jours, ce qui équivaut à 6 ans. Maître Tricot, à mon côté, vous donnera des détails au niveau juridique, parce que la privation de liberté, la détention préventive aussi longue dans une institution internationale ne peut être comprise que si des faits étaient prouvés. De quoi s'agit-il réellement? Le 24 mai 2008, je m'en souviens encore comme si c'était hier, Jean-Pierre Bemba devait aller dîner avec son défunt père, Jeannot Bemba, sa famille, dans un restaurant. Au moment où la police belge, sous mandat scellé de la CPI, l'appréhende dans sa résidence bruxelloise au motif qu'il serait responsable des morts qui se sont perpétrées en RCA d'octobre 2002 à mars 2003. Le lendemain de son arrestation, une manifestation spontanée s'est organisée au palais de justice à Bruxelles. J'y étais, et c'est en ce moment d'ailleurs que la première équipe de défense est constituée autour de Maître Pierre Legros et à l'époque Maître Aimé Kilolo et tant d'autres ont formé la première équipe pour défendre Jean-Pierre Bemba. Il est vrai qu'au départ, on a essayé de faire jouer les immunités afin que Jean-Pierre Bemba puisse bénéficier d'une libération provisoire en Belgique. Tout ça a échoué. Il y avait derrière une main noire dans le dossier qui a fait que le 3 juillet 2008, Jean-Pierre Bemba est transféré à La Haye. Finalement, me dirait-il, c'était une bonne chose. Il fallait aller au fait, échanger et pouvoir prouver mon innocence. C'est qu'a toujours été la démarche de Jean-Pierre Bemba de prouver son innocence. Jean-Pierre Bemba est arrêté au départ sous l'accusation
de Moreno Ocampo, procureur à la CPI, sur base de l'article 25. Responsabilité directe, personnelle. Jean-Pierre Bemba est accusé comme co-auteur avec l'ancien président Patassé d'avoir mis un plan machiavélique pour éliminer des Centrafricains. Mais heureusement, l'équipe de la défense, avec Maître Kobeliris, très habile, avait démontré à la Cour qu'il était impossible que Jean-Pierre Bemba puisse matériellement intimider et tuer des Centrafricains parce qu'il n'était pas sur les lieux des opérations. Il était à Bangui ou en Afrique du Sud lors des négociations des accords 1+4 que vous connaissez. Et donc, déjà en ce moment, quand la défense prouve que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être impliqué comme co-auteur parce que non présent sur les lieux, n'ayant pas agi personnellement pour commettre des crimes, la Cour demande au procureur de requalifier les charges. Dans d'autres cieux, quand un procureur de renom de ce niveau, on lui demande de requalifier, ça équivaut à abandonner les charges, parce que c'est un désaveu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le procureur a requalifié les charges, poursuivant Jean-Pierre Bemba maintenant sur le coup d'un autre article des Statuts de Rome, l'article 28, sur la responsabilité de chef hiérarchique. Une responsabilité indirecte. Et là-dessus, vous vous souviendrez, les avocats ont également prouvé que Jean-Pierre Bemba n'était pas dans la chaîne de commandement militaire. Être responsable militaire, ça veut dire avoir donné des ordres. Jean-Pierre Bemba a prêté 1500 personnes en armes militaires pour aller appuyer un régime élu qui était en phase d'une rébellion de général Bozizé à l'époque. Les vêtements, les tenues militaires, les munitions, les armes, le transport, les indications de positionnement étaient du fait du commandement militaire centrafricain. Vous vous souviendrez également qu'un général français, le général Serra, témoin de la défense, a prouvé avec brio le mécanisme de commandement militaire dont Jean-Pierre Bemba n'était pas à Bangui, ne pouvait pas commettre les faits lui-même et n'était pas dans le commandement militaire. On le poursuit maintenant pour négligence de ne pas avoir rappelé ces troupes suffisamment tôt alors qu'il savait que ces troupes commettaient des crimes. J'aimerais que Maître Tricot tantôt puisse donner des détails à ce sujet. Parce que, qu'est-ce qui se passe d'octobre 2002 à mars 2003? Il y a une dizaine de groupes de milices qui vont aider le gouvernement centrafricain à protéger un régime élu démocratiquement, y compris les troupes du MXC, qu'on appelait ALC, Alliance de Libération du Congo. Pourquoi n'avoir poursuivi que Jean-Pierre Bemba? Pourquoi s'être intéressé seulement aux faits ou aux crimes qu'auraient commis des éléments du MXC, alors qu'il y avait des Tchadiens, il y avait des Libyens et tant d'autres groupes? Ça, c'est une question à poser à l'accusation, au procureur, qui a fait un choix de mettre un homme politique en phase de devenir leader de l'opposition dans son pays après les élections de 2006, comme ça a été explicité par ma sœur Anastasie Motoka. C'est pour nous une cabale politico-judiciaire pour empêcher un leader politique complet, parfait, qui était en phase de prendre la main dans son pays, de rentrer. Vous vous souviendrez que c'est quelque temps avant que Jean-Pierre Bemba rentre au Congo pour devenir chef de l'opposition qu'il est appréhendé à la CPI le 24 mai à Bruxelles, sous demande de la CPI, le 24 mai 2008 et transféré le 3 juillet 2008, comme je vous ai dit. Depuis lors, nous qui le suivons, membres du MXC, amis de Jean-Pierre Bemba, dont je vois des représentants de grand nombre, que je salue au passage, combattants, dont je vois quelques amis qui nous ont soutenus dès le début dans les manifestations, nous suivons ça au quotidien. C'est une injustice que nous ne pouvons pas arrêter de dénoncer. Jean-Pierre Bemba, en octobre 2009, obtient une mise en liberté provisoire. C'est son droit.
Vous savez que la CPI, chaque 3 mois, a la possibilité de revoir les conditions d'incarcération des prisonniers. Donc, de revoir également des conditions s'ils peuvent quitter la prison. Et les prévenus eux-mêmes ont la possibilité de demander des mises en liberté. Toutes les mises en liberté provisoires se sont soldées par des réponses négatives. Alors que Jean-Pierre Bemba a un domicile, par exemple, dans le pays où j'habite, en Belgique, au Portugal, il est connu, il ne pourra jamais se soustraire à la justice internationale, mais il obtient en novembre 2009 une mise en liberté provisoire, mais faute de pays d'accueil, que constatons-nous? Le 2 décembre 2009, la Cour inverse cette décision de mise en liberté provisoire et jusqu'aujourd'hui, 6 ans jour pour jour, Jean-Pierre Bemba est à l'AI. Je l'ai vu mercredi et je puis vous affirmer qu'au-delà du fait que nous déplorons ce qui arrive, Jean-Pierre Bemba est confiant. Le mot d'ailleurs qu'il m'a dit, Jean-Jacques, dis-leur, je suis serein. S'il y a une justice, je serai libre et je couperai les fonctions qu'il faut pour faire avancer les choses dans mon pays. Voilà le message de Jean-Pierre Bemba. C'est un homme combatif, aimant son pays, déterminé à reprendre les choses dès que cette cabale politico-judiciaire pourra s'éterminer. J'en suis serein. Je ne vais pas m'éterniser, j'avais préparé mon discours, comme je le disais à Maître Tricot, mais bon, je pense qu'il est plus simple de relater plutôt de cette manière pour que nous comprenions la réalité des faits. Parce que, actuellement, où se trouve le dossier, les détails vous seront donnés, dans la première affaire, parce qu'il y en a deux, la première affaire concernant le procureur contre Jean-Pierre Bemba pour la commission des crimes qui se sont perpétrés d'octobre 2002 à mars 2003 en RCA, Jean-Pierre Bemba sont dans la phase écrite. C'est-à-dire, il y a les parties, la défense, l'accusation, les représentants légaux des victimes font des conclusions écrites. Et ces conclusions seront versées à la Cour. Je pense que concernant le procureur, on lui a donné une date limite de juin de cette année pour déposer un rapport écrit. Et la défense a demandé 3 mois supplémentaires pour aussi retorquer face aux conclusions de l'accusation, de manière à ce que les juges prennent l'affaire en délibéré et s'expriment quelques mois plus tard. Selon mes calculs, autour d'octobre, nous serons fixés quant à la première affaire. Il est important aussi que vous sachiez que le but de la deuxième affaire, au mois de novembre, le 24 novembre 2013, j'allais dire sous un soleil, un ciel bleu, pour moi, c'est comme tel. Les avocats de Jean-Pierre Bemba, son plus proche conseiller et un témoin et lui-même sont inculpés dans une deuxième affaire qu'on a appelée de subornation de témoins et de falsification des éléments de preuve, usage de faux documents. On a arrêté Maître Aimé Kilo, avocat principal dans la première affaire, de retour du Cameroun, alors qu'il avait en sa possession des éléments pouvant aider aux conclusions finales dans l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba. Dans le même jour, on arrête Jean-Jacques Mangenda à La Haye. Dans la soirée, l'honorable Fidel Babal est arrêté à Kinshasa dans des conditions inadmissibles. Nous, du MLC, les juristes qui nous accompagnent dans cette lutte, nous disons c'est une cabale. Voyons que le dossier principal allait être vidé. Voyons que les témoins de la défense avaient prouvé suffisamment que tout ce qu'on voulait accabler sur Jean-Pierre Bemba n'avait pas de base, pas de socle. Il eût fallu que le procureur trouve une stratégie pour mettre en écoute les témoins. Vous êtes dans un pays de liberté, la France. Vous avez vu la réaction d'une formation politique ici de la place quand un ancien président a été mis sur écoute. Mais je me suis étonné que ces mêmes personnes ne se meuvent pas quand d'autres personnalités ou d'autres avocats sont mis en écoute. Donc, c'est grave.
quand on met en écoute, quand l'accusation met en écoute la défense, c'est-à-dire on n'écoute pas simplement s'il y avait des négociations avec des témoins comme cela est prétendu, on écoute aussi les stratégies de défense. Mais entre-temps, il y a des audiences qui se sont déroulées. Vous comprenez assez aisément que vous vous battez contre quelqu'un qui connaît votre stratégie de lutte. Donc, nous étions affaiblis dans ce sens. Mais heureusement, et fort heureusement, que les juges ont dissocié les deux affaires. Chacune des affaires évoluera de manière indépendante. Donc, je puis vous garantir, à ce jour, Jean-Pierre Bemba a maintenant 8 avocats dans l'affaire principale. Le conseil principal dans la première affaire est maître Peter Hahn. Et de l'autre côté, Jean-Pierre Bemba a 3 avocats dans l'affaire secondaire. Et le conseil principal dans la deuxième affaire, à laquelle il est arrêté avec son avocat et Fidek Babala, c'est maître Nick Hoffman. Mercredi, il m'a demandé, je vais arrêter, je pense que lors des échanges, on pourrait aborder les détails. Mercredi, il m'a dit que et lui et les avocats sont quasi persuadés que le dossier sera rapidement réglé. Et s'il y a une justice, il sera libre. J'aurais bien voulu parler de l'état de la nation, de la situation sociale et économique de notre pays, les difficultés que notre gouvernement, enfin, ceux qui dirigent notre pays actuellement, connaissent. Mais bon, le temps est court. Je vais peut-être laisser la parole aux autres intervenants. Mais j'avais quelque chose d'important que je voulais dire. Par rapport aux routes, quand vous voyez que ceux qui vont à Kinshasa reviennent et vous disent qu'on a construit des routes, le boulevard, 10 km, vous qui êtes ici, vous pouvez comparer, 1 km de route asphaltée ne dépasse pas 2 millions d'euros. Alors que dans notre pays, 1 kilomètre de route asphaltée est facturé 14 millions de dollars. 11 millions d'euros. Donc, tous ces travaux qui se font maintenant, ce sont des moyens pour ceux qui sont à la manette de l'État d'escroquer le pays. Donc, c'est une bande organisée. Vous les voyez, ce sont des Kourouna à col blanc, des bandits, des vrais bandits à col blanc, comme mon frère Rex, que je vois bien le dire. Ce sont des vrais bandits, des gens qui, d'apparence, parlent encore mieux français que moi, mais qui, au fond d'eux, sont capables de vous étrangler, et comme ils sont en train d'étrangler le pays. Vous avez suivi qu'un homme, vous avez vu dans quel pays, un homme d'affaires prête 196 millions de dollars à la GECAMIN. Alors, je voulais dire aussi un dernier mot avant de terminer. Au niveau économique, il n'y a aucun Congolais n'a la gestion d'une banque. Aucun. Je vais vous citer tous ceux qui gèrent l'économie de notre pays. Vous avez la BCDC, détenue par Forest, la BIAC, détenue par Blattner, la Raobank, détenue par une famille qui s'appelle Raoji, la Banque Access, la Banque BIC, la Free Bank, aux mains du milliardaire nigérien Dangote. Le tout dernier Congolais qui avait une banque, c'était M. Kindwelo qui l'a revendu il y a quelques années. Donc l'économie de notre pays est aux mains des étrangers. Aucun Congolais n'a accès à la masse financière capable de changer les choses. Voilà, en gros, je m'arrêterai là pour dire ce volet rapidement que j'ai balayé, pour rappeler que notre pays, on est sous pression. Ceux qui dirigent notre pays travaillent réellement contre les intérêts des Congolais. C'est pour ça que nous redemandons votre confiance, pour que demain, nous, partis politiques d'opposition, le MLC, ici,
demande que vous mainteniez votre confiance en nos différents leaders de l'opposition, et particulièrement à Jean-Pierre Bemba, président du MLC, votre frère. J'ai dit et je vous remercie. Merci docteur, nous vous remercions infiniment. Le fait que vous venez de nous relater, sans plus tarder, on va passer la parole à Maître Tricot. MLC Oye! Oui! MLC Oye! Oui! Je vous remercie. Maître Tricot, à vous la parole. Bonsoir, chers amis. En tant qu'avocat, j'ai l'habitude de plaider debout, donc je vais m'autoriser à parler debout, si vous me le permettez. Je remercie le docteur Mungania pour son intervention. Il a parfaitement résumé la situation. Depuis 6 années, le sénateur Jean-Pierre Bemba est emprisonné dans des conditions totalement arbitraires. Et il est déféré devant une juridiction, la Cour pénale dite internationale, qui n'est pas une juridiction légitime. En tant qu'avocat, depuis la création de la Cour pénale dite internationale, j'ai toujours critiqué le statut de Rome et le règlement de procédure de la Cour pénale internationale, qui est un règlement inique. Et d'ailleurs, on le voit bien, ça a été évoqué, quand vous avez une accusation qui est une accusation à géométrie variable, quand un procureur peut changer ses charges régulièrement, tout en les affaiblissant parce qu'il manque de preuves, on n'est pas dans le cadre d'un procès équitable. Donc nous avons une grave difficulté avec la Cour pénale dite internationale. Et d'ailleurs, c'est parce que ce n'est pas une institution judiciaire véritable, équitable et internationale que la majorité des pays les plus peuplés de la planète, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique, ont toujours refusé de ratifier le statut de Rome, parce qu'ils savent très bien que son fonctionnement est injuste. D'autres grands pays, par le nombre d'habitants, comme la Russie, la Chine ou le Brésil ou l'Inde, ont bien entendu refusé de ratifier le statut de Rome. Et les États-Unis d'Amérique ont toujours fait pression sur tous les pays dans le monde pour que jamais leurs citoyens ne soient traduits devant la Cour pénale dite internationale. Et comme vous l'avez remarqué, la CPI, de fait, ne poursuit que des chefs d'État africains, des leaders panafricains qui résistent à l'ordre mondial mis en place par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés occidentaux. Certains d'entre vous savent peut-être que je suis un des avocats du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui est une fédération qui regroupe plus de 120 associations des diasporas africaines. L'année dernière, nous nous sommes rendus... J'ai été faire bouger le micro. Ça sera mieux sans micro. Ça sera mieux sans micro. L'année dernière, nous nous sommes rendus à Addis Abeba à l'occasion des 50 ans, ça marche, des 50 ans de l'Union africaine. Et nous avons déposé une motion pour critiquer le fonctionnement de la Cour pénale dite internationale. Et effectivement, Mme Zuma nous a reçus et a fait reprendre notre motion. Et les chefs d'État présents ont adopté une déclaration reconnaissant le caractère raciste et inéquitable de la Cour pénale dite internationale. En ce qui concerne le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, j'ai de bonnes raisons pour savoir qu'il est innocent. Certains d'entre vous savent que pendant de nombreuses années, j'ai été un des principaux avocats du président Ange Félix Patassé, président, comme ça a été rappelé, légitimement élu de la République centrafricaine. Et à cette même époque, dans les années 2000, j'étais un des avocats d'un autre grand patriote panafricain comme le sénateur Jean-Pierre Bemba, le président Laurent Gbagbo. Et comme par hasard, on retrouve ces deux patriotes devant la Cour pénale dite internationale. Le président Félix Patassé étant malheureusement décédé. En ce qui concerne le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba, certains d'entre vous qui ont assisté à la conférence qui était organisée l'année dernière, le 27 avril 2013, à l'hôtel Crown Plaza, place de la République, par l'association des amis de Jean-Pierre Bemba et alliés,
ont pu constater que mon confrère et ami Maître Aimé Quilolo et moi-même, nous avions à l'époque parlé d'une même voix. J'avais notamment indiqué, et je le redis parce que la situation n'a pas énormément changé depuis, que le procès inique du sénateur Jean-Pierre Mbemba, ancien vice-président de la République du Congo, servait de laboratoire au procès contre le président Laurent Gbagbo. J'avais indiqué qu'un des points essentiels, c'était la question des témoins et de la subordination des témoins. À l'époque, j'avais indiqué, en avril 2013, que la procureure Fatou Bensouda s'était rendue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour essayer de rechercher des preuves à charge contre le président Laurent Gbagbo. Et j'avais indiqué que de toute façon, on aura un gros problème de témoignage dans cette affaire, tant dans le procès du sénateur Jean-Pierre Mbemba que du président Laurent Gbagbo. Et effectivement, les dates du 23 et du 24 novembre 2013 sont une honte pour la justice internationale, car l'arrestation qui a été faite à Bruxelles, mon confrère Aimé Quilolo notamment, est une arrestation qui s'est faite dans des conditions de totale illégalité. La procureure de la Cour pénale dite internationale a obtenu un mandat d'arrêt dans des conditions illégitimes de la part d'un juge unique de la Cour pénale dite internationale, sans que cela passe devant une session à plusieurs juges pour demander la levée de l'immunité, pour également demander que l'on puisse perquisitionner en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles le cabinet de mon confrère Aimé Quilolo. Ce mandat d'arrêt international illégitime et non valide a néanmoins été exécuté à Bruxelles. Mon confrère Aimé Quilolo a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles. Son cabinet d'avocats a été perquisitionné par les hommes de main de la Cour pénale internationale, sans la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles, ce qui est une violation totale au secret professionnel des avocats. On est donc dans l'illégalité la plus totale. Et effectivement, on a arrêté et emprisonné mon confrère Nicolas, puis le député Fidel Malala et deux autres. Le case manager. Exactement. Qui sont totalement innocents. Car on les a arrêtés. Pourquoi? Parce que la procureure, dans des conditions également illégales, violant le secret professionnel des avocats, faisait écouter notamment Maître Aimé Quilolo et a estimé qu'elle pouvait détenir des preuves d'éventuelle subordination de témoins de la part de l'équipe de défense du sénateur Jean-Pierre Mbemba. Là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, si on permet l'expression, parce que il existe de nombreux témoignages qui indiquent que le bureau de la procureure achète des témoins à charge contre le sénateur Jean-Pierre Mbemba et contre le président Laurent Gbagbo. Donc là, on est vraiment dans une situation où, en plus, on a un procureur qui se fait juge et partie. Donc on est vraiment dans une situation d'acharnement. Il a été déjà rappelé que les demandes de mise en liberté du sénateur Jean-Pierre Mbemba ont toujours été refusées. Il a été rappelé que chaque fois les accusations du procureur ont été réduites. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. Et le bureau. Je vous demanderai aussi, comme maître Tricot, d'éteindre vos D'être sous silence, téléphones. Si vibreur. pas, ça va déranger le. Ça sera plus efficace. Exactement. Merci. On va redonner. Et le bureau de la procureure, dans la rédaction de son document confirmant les charges, est dans une telle situation de faiblesse qu'au début du mois de mars dernier, le bureau de la procureure avait demandé à la Cour de l'autoriser à lui accorder un délai supplémentaire de 4 mois, alors qu'au départ, on lui avait fixé son délai extrême pour le 18 mars. Donc début mars, la procureure demande qu'on lui accorde 4 mois de délai. De fait, on lui a accordé un peu moins. Et ça montre bien l'état de faiblesse du bureau de la procureure en ce qui concerne la réunion de charges
à l'encontre du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je ne vous cache pas que c'est exactement la même chose pour le bureau de la procureure en ce qui concerne la procédure contre le président Laurent Gbagbo. En sachant que dans le cadre de la procédure contre le président Laurent Gbagbo, le bureau de la procureure s'est totalement ridiculisé parce qu'il avait produit une vidéo attribuant des massacres. Ça passera pas, d'accord. D'accord. Une vidéo attribuant des massacres qui, là aussi, auraient été soi-disant ordonnés par le président Laurent Gbagbo. Le problème, c'est qu'avec mes confrères avocats en charge de la défense du président Laurent Gbagbo, nous avons pu établir qu'il s'agissait de vidéos concernant des massacres passés au Kenya. Et on voit mal en quoi le président ivoirien Laurent Gbagbo aurait pu être responsable de ces massacres. On est vraiment dans une situation où la Cour pénale dite internationale se ridiculise par ces violations des principes les plus élémentaires du droit à un procès équitable. Alors, ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Pourquoi? Parce que déjà, par sa création, la Cour pénale dite internationale est née dans de mauvaises conditions. Pourquoi? Parce qu'on l'a rattaché directement, au niveau des principales décisions, à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité de l'ONU a un pouvoir de saisine directe de la Cour pénale dite internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU, on sait bien que ce sont ces 5 principaux membres permanents qui dirigent, et notamment les 3 dirigeants historiques du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont 1, les États-Unis d'Amérique, 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et 3, la France. En tant que citoyen français, j'ai un peu honte, parce qu'effectivement, les différents chefs d'État français qui ont participé à des décisions concernant le fonctionnement de la Cour pénale dite internationale ont méprisé les principes du droit le plus élémentaire. Et donc, cette Cour pénale dite internationale est illégitime. Je ne serai pas trop long, mais comme cela a été dit, de tous les éléments que nous avons dans le dossier, et je dois dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba m'a demandé de venir lui rendre visite dans sa prison de La Haye, et bien entendu j'irai le voir, de même que le président Laurent Gbagbo, de tous les éléments dont toutes les équipes de défense disposent, les dossiers d'accusation sont tellement faibles et inéquitables que nous avons les moyens de faire en sorte que le sénateur Jean-Pierre Bemba soit libéré, de même que nous ferons en sorte que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Sur le plan juridique et judiciaire, nous disposons de tous ces moyens. Mais là, je ne voudrais pas vous créer de faux espoirs. Comme la Cour pénale dite internationale n'est pas une juridiction véritablement indépendante, mais que c'est une juridiction politique et non pas une juridiction indépendante, le combat n'est pas facile. On peut en donner un exemple. Au mois d'avril de l'année dernière, donc début avril 2013, il y a les élections à la présidence de la République au Kenya. C'est le président kenyatta qui est élu. Quelques jours, d'ailleurs, avant d'avoir à comparaître devant la Cour pénale internationale, puisqu'il a été poursuivi ainsi qu'un de ses principaux collaborateurs devant la CPI. Comme par hasard, du fait de cette élection, un État non membre et non adhérent à la CPI, mais par contre principal membre du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les États-Unis d'Amérique, a fait pression sur la Cour pénale internationale pour que soient abandonnées les charges contre les dirigeants kenyans qui étaient poursuivis devant la Cour pénale internationale. Et en quelques jours, ça a été fait. Donc ça veut bien dire que, effectivement, on a un fonctionnement politique de la Cour pénale internationale. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique avaient changé de position? Tout simplement parce qu'ils s'étaient dit: ne nous faisons pas un ennemi du président Kenyatta, car on a besoin du Kenya pour lutter contre le terrorisme et éviter que les miliciens Shebab somaliens et autres ne puissent faire la jonction avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc là, pour des raisons d'intérêt propres aux États-Unis d'Amérique, ils ont demandé l'abandon des poursuites contre les dirigeants panafricains kenyans. Par contre, ils n'ont pas les mêmes intérêts politiques en République démocratique du Congo, comme vous le savez, même si la situation est en train de changer. Parce que pendant longtemps, les États-Unis d'Amérique ont privilégié leur appui au Rwanda et à l'allié des Rwandais, qu'est
M. Joseph Kabila, que je n'appelle pas président parce que c'est un voleur, un truqueur d'élection. Il a volé la victoire du sénateur Jean-Pierre Bemba en 2006. Il a volé la victoire du président Etienne Tshisekedi en 2011. Donc ce truqueur d'élection, dont il a été révélé par un général rwandais qu'il avait participé à des accords secrets avec le président rwandais Paul Kagame, effectivement, celui qui est à la tête de votre pays, et c'est un malheur pour votre pays, lui ne travaille que pour les intérêts étrangers, pas seulement pour le Rwanda, mais pour les multinationales américaines, israéliennes, qui pillent, et françaises également, qui pillent les ressources de votre pays. Et si effectivement on utilise le viol comme arme de guerre, si on recrute des enfants soldats, c'est pour pouvoir exporter les richesses de votre pays, y compris sans payer de taxes. Moi, je suis allé à l'aéroport de Dar es Salaam, en Tanzanie, et là, j'ai pu constater qu'une multinationale française ouvre des comptes à des seigneurs de guerre rwandais, rwando-congolais, on va dire, ceux qui recrutent les enfants soldats, pour exporter vos richesses. Donc je vais conclure là-dessus, parce qu'effectivement, il ne faut pas être trop long, mais il y a un combat politique. Il y a la nécessité de se mobiliser. Donc je vais conclure en vous faisant une suggestion. Nos amis ivoiriens organisent régulièrement des manifestations devant la Cour pénale dite internationale à La Haye pour réclamer la libération du président Gbagbo. Moi, je vous suggère qu'il y ait des manifestations communes entre les patriotes et combattants congolais et les patriotes et combattants ivoiriens, notamment à La Haye. Merci. Moi, je poserai une question dans le cadre judiciaire à propos de l'affaire de Jean-Pierre Bemba. Alors, il s'avère que cette affaire a été jugée à Bangui, où Patassé a innocenté, en fait, en réalité, le tribunal a innocenté Jean-Pierre Bemba. Il s'avère qu'après, cette affaire a été transférée à la CPI. Bon, vous êtes avocat panafricain du CRAN, et vous militez pour un tribunal panafricain, donc on appelle un tribunal continental, si je me souviens bien de vos multiples interventions. J'aimerais bien savoir, il y a vice de procédure, vice de forme, par rapport à l'arrestation de Balala et également Maître Kilolo. Comment vous pourriez utiliser ce vice de procédure pour mettre la Cour pénale internationale en porte-à-faux par rapport à cette affaire et nous dire l'instruction a duré 6 ans aujourd'hui. Comment peut-on faire aujourd'hui pour avoir un espoir de voir la libération de Jean-Pierre Bemba? Voilà ma question. Merci. Tu as lu, hein? Merci. Il serait très long pour pouvoir répondre dans le détail à votre question. Comme je l'ai dit dans mon intervention, la Cour pénale dite internationale viole les règles les plus élémentaires du droit international. Effectivement, quand je disais que le 23 et le 24 novembre 2013 sont une tâche dans l'histoire de la justice internationale, c'est exact. Car effectivement, le mandat d'arrêt contre Aimé Kilolo, le mandat d'arrêt contre Fidel Balala et contre les 2 autres, excusez-moi, est totalement illégal. Il a été obtenu dans des conditions illégales, sans même respecter le règlement de procédure de la Cour pénale internationale. Les conditions d'arrestation en Belgique de Maître Aimé Kilolo sont également illégales. Les conditions de perquisition de son cabinet d'avocats sans la présence obligatoire légalement du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles sont totalement illégales. Donc on est vraiment dans une situation où la Cour pénale dite internationale, le bureau de la procureure sont dans une situation d'affolement. Parce que, et c'est pour ça, comme je le disais, que le bureau de la procureure a été obligé de demander des délais supplémentaires pour déposer son document de confirmation des charges, parce que justement, il n'est pas prêt, il n'est pas suffisant. Et là, le bureau de la procureure est dans une situation difficile, parce que les principaux membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont donné des instructions à la Cour pénale internationale. Lorsqu'a été arrêté le sénateur Jean-Pierre Bemba, c'était dans le cadre d'instructions à la suite d'une réunion qui s'était tenue entre l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, entre le dénommé Joseph Kabila
et le général putschiste François Bozizé, pour organiser la conspiration contre le sénateur Jean-Pierre Bellemare. À l'époque où j'étais avocat du président Félix Patassé, en 2003, nous savions déjà que le rebelle Bozizé, qui à l'époque n'avait pas encore pu prendre le pouvoir, était en train d'organiser toute une conspiration. Et effectivement, il luttait contre les alliés du président Félix Patassé, dont notamment Jean-Pierre Bellemare, mais également le président Mouammar Kadhafi et d'autres chefs d'État. Et donc, cette conspiration date déjà des années 2002, de l'époque où a été préparé et organisé le coup d'État contre le président Félix Patassé. Et ce coup d'État a été financé, y compris par des multinationales françaises, dans le domaine de l'uranium et dans le domaine du pétrole. Et d'ailleurs, je peux vous indiquer qu'actuellement, il y a une enquête du parquet national financier, le parquet national financier que je fréquente beaucoup parce que je dépose des plaintes, et qu'il y a une affaire Areva qui aura des conséquences sur le procès contre le sénateur Jean-Pierre Bellemare. Et quand j'avais dit l'année dernière, aux côtés d'Aimé Guillelot, qu'une des pires choses pour la Cour pénale dite internationale, c'était la fin du pouvoir du général François Bozizé, l'arrivée de la dictature, de la rébellion de la CDK en mars de l'année dernière, c'est effectivement une catastrophe pour la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que tous les faux témoins payés et financés par le général François Bozizé, son Abdalé, l'ancien procureur de la République de Bangui, Firmin Millet, qui a monté le dossier de faux témoignage contre le sénateur Jean-Pierre Bellemare, ces gens-là sont en fuite, n'ont plus les moyens de faire des pressions, n'ont plus les moyens de payer les faux témoins à charge contre le sénateur Jean-Pierre Bellemare. Donc on est dans une situation qui est catastrophique pour le bureau de la procureure de la Cour pénale dite internationale. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils demandent d'allonger les délais pour présenter leur dossier, document d'accusation de confirmation des charges contre le sénateur Jean-Pierre Bellemare. Et ils ne peuvent pas y arriver. Donc on est dans une situation où juridiquement, d'ores et déjà, le sénateur Jean-Pierre Bellemare devrait être libéré. Parce que l'accusation n'arrive pas à avancer les charges contre lui. Donc je ne vais pas être trop long, mais juridiquement, judiciairement, le sénateur Jean-Pierre Bellemare ne peut qu'être innocenté et libéré. Je vais rajouter un mot, maître. Merci. Effectivement, j'aimerais rajouter un mot, compléter maître Tricot. En 2003, le tribunal de grande instance de Bangui innocente Jean-Pierre Bellemare. Exact. Et malgré ça, quand Jean-Pierre Bellemare est arrêté à La Haye et que maître Kouépé évoque l'irrecevabilité de la plainte, la CPI retient quand même ce dossier et poursuit contre Jean-Pierre Bellemare. Il s'agit de l'article 20 des statuts de Rome. Exactement. De l'affaire jugée, la chose jugée ne peut pas être jugée une seconde fois. Et malgré ça, donc, ça éclate au grand jour que la CPI obéit à un ordre, un calendrier politique au lieu de suivre le prescrit de la loi. Voilà. Et n'étant pas avocat, mais je donne quand même un complément à ce sujet. Exactement.